Thierry, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. J'espère que cette étape suivante va vous passionner et qu'on va continuer avec tout ce qu'on entend de très fort depuis ce matin. Alors, je ne vais pas parler de Teilhard et de Foucault ici, que ce soit bien clair. Euh, la proposition qui nous a été faite depuis le début, Bruno et Philippe, vous nous dites l'IA sert-elle le bien commun, hein? C'était une question de démarrage ce matin, hein. Alors, dans mon introduction sur cette intervention que j'ai appelée Avec l'intelligence artificielle, la parole ne se fait pas chère, CHAIR, sinon elle est en effet pour l'instant très chère, CHER, E, enfin, peut-être de moins en moins. Mais avec cela, dans cette introduction, je voudrais redire que personnellement, je me situe, et ceux qui me connaissent, vous le savez, comme j'essaye d'être un technophile vigilant. Grande expression. Et du coup, il ne s'agit pas pour moi de fustiger l'IA, surtout pas, mais plutôt, me semble-t-il, à la fois d'apprendre à vivre avec de manière humaine, hein, et je pense qu'on a eu des exemples ce matin de tentatives dans ce sens-là. Et en même temps, c'est vrai qu'on lit des tas de choses qui nous font froid dans le dos quand même, hein, sur les perspectives d'avenir aussi. Et puis, je me situe du côté de cette interpellation du pape François que l'on retrouve à la fois dans sa lettre du 1er janvier 2024 pour la Journée mondiale de la paix, qui s'appelle Intelligence artificielle et paix, et qu'il a largement développé dans le texte récent Antiqua et Nova, dans lequel justement il fait, aidé par beaucoup d'autres plumes, hein, la part des choses entre chance et risque, on peut dire, de l'intelligence artificielle aujourd'hui, entre les promesses aussi et puis la réalité. Mais pour moi, la pointe de ces textes, c'est le chapitre 6 de sa lettre du 1er janvier 2024. Est-ce que nous serons capables, en reprenant la phrase de Isaïe 2, est-ce que nous serons capables de transformer nos épées en socs de charrue, c'est-à-dire de transformer les dangers de l'intelligence artificielle, qui sont des formes d'épées technologiques et d'autres technologies, en socs de charrue, c'est-à-dire pour cultiver et garder la terre sous l'angle de la Genèse, hein, du livre de la Genèse, au bénéfice de tous, pour le bien commun. C'est ce challenge-là que je trouve très intéressant. Et quand on est dans une université, quand on forme et quand on se forme soi-même d'ailleurs, parce qu'on ne forme pas les autres si on ne se forme pas soi tout au long de la vie, eh bien, c'est un challenge. Comment apprendre l'IA en entrant dans une vision du bien commun et pas simplement du profit de quelques-uns. Et c'est dans ce cadre-là, hein, saurons-nous transformer nos épées en socs de charrue? Alors, je ne vous dis pas que j'y arrive, mais c'est avec d'autres ce que nous essayons de chercher, bien sûr. Et la présente intervention, liée à la parole de machine, si je puis dire, se situe dans ce sens-là. Les chatbots, les agents conversationnels, génère en quelques fractions de secondes et de secondes de longs textes, de longs récits que l'on trouve souvent signifiants, pertinents, avec de moins en moins de bugs et d'hallucinations, et qui parfois nous apparaissent comme inventifs et même parfois déroutants. L'homme a donné la parole à des machines d'intelligence artificielle, parce que c'est bien l'homme qui le fait, cela, mais celles-ci peuvent-elles vraiment parler comme des humains? Bah, ça a été déjà largement abordé depuis ce matin. Ça, c'est quand on est la voiture balai finale, hein, qu'il faut. Voilà. Et c'est très bien aussi parce qu'il y a eu de très belles choses dites en ce sens-là. C'est la question que je voudrais ici continuer d'instruire, de discuter avec vous. Avec en toile de fond, évidemment, vous vous en doutez pour un théologien, la parole de Dieu qui, elle, s'est faite chair et ça a tout changé. Alexis Greenbaum a écrit un très beau livre qui s'appelle Paroles de machine, dialoguer avec une IA, hein, il a écrit en 2023-24, rappelle que
La machine ne fait, ce qui a été dit d'ailleurs aujourd'hui, ne fait que produire du texte. Elle ne sait même pas qu'elle est en train de simuler quelqu'un parce qu'elle ne sait rien au sens humain du mot. En même temps, l'utilisateur humain va projeter sans cesse des qualités humaines sur une machine qui ne fait pourtant que les simuler. Si vous avez l'habitude de parler à ChatGPT, à un moment donné, on ne sait plus si on ne parle pas à une personne, hein. Voilà. Même fut-elle électronique. Donc, il faut être très vigilant là-dessus, bien sûr, mais voilà, c'est. En même temps, l'utilisateur humain, donc, il se compare et il veut comparer la machine au cerveau humain. Et Alexine Greenbaum dit ça lui semble un peu naïf de vouloir comparer cela. Les entrées et les sorties se ressemblent, dit-il, mais le chemin qu'empruntent le cerveau et la machine sont très différents. Et il me semble qu'on en a eu aussi des illustrations, même s'il y a bien entendu des points de similitude aussi. Et il continue, cependant, cette découverte, elle est fascinante, et de fait, hein, moi-même, de temps en temps, je vous l'avoue, je demande à ChatGPT comment tu ferais cette homélie de dimanche. Et le jour où j'ai, pour faire une expérience scientifique, bien entendu, utilisé une homélie de ChatGPT, je lui avais dit fais-moi une homélie profonde. J'avais rajouté profonde, donc là j'avais fait un bon prompt, hein. Eh bien, les gens m'ont dit qu'est-ce que c'était bien. Non, c'est une blague. Voilà. Cependant, donc, c'est fascinant, c'est vrai. Et il rajoute, un perroquet ne fait que du copier-coller. Enfin, encore, il faudrait regarder. Mais alors que ChatGPT produit des textes, entre guillemets, originaux, qui résultent d'un apprentissage non pavlovien. Et s'il nous dérange tellement, rajoute Alexei, c'est parce qu'il nous révèle que la plupart des usages de notre langue sont déjà hyper standardisés. On parle souvent comme des machines, vous avez remarqué ça, et pas que les prêcheurs, hein. Bon. Raison de plus pour apprécier ce qui fait la spécificité humaine, dit-il. Une formulation belle, poétique, élégante, loin de la moyenne. Et il montre combien les machines parlantes sont tout aussi humaines et tout aussi inhumaines que les anges, dieux et démons, toutes ces entités que l'homme a inventées depuis les mythes. On se situe, c'est très intéressant de situer ainsi la machine, et lui aussi est un technophile vigilant. Alors, après cette introduction, je vais aborder évidemment 3 points comme un bon théologien de base classique. Le premier, c'est première approche de la question, quelle différence entre une parole de machine et une parole humaine? Et puis deuxième point, plus philosophique et théologique, justement un commentaire de cette phrase, avec l'IA, la parole ne se fait pas chair. Comment on peut le comprendre ça? Et puis troisième point, nous sommes avec les amis de Teilhard de Chardin. Que dirait Teilhard de Chardin sur cette proposition, avec l'intelligence artificielle, la parole ne se fait pas chair? Alors là, c'est virtuel, hein. Voilà, 3 points. Il faut mettre un peu de Teilhard quand même, hein. Bon. Première approche, quelle différence entre une parole de machine et une parole humaine? C'est une question fascinante, hein, dont je n'aurais pas fait le tour, hein, vous en doutez, qui touche à la fois à la linguistique, à la philosophie, aux sciences cognitives, évidemment aux sciences informatiques. À première vue, les intelligences artificielles peuvent produire du langage de manière de plus en plus fluide, on peut dire, structuré et qui nous semble pertinent. Mais peut-on dire qu'elles parlent vraiment comme des humains? Ben, justement. Alors d'abord, l'origine de la parole. L'origine de la parole. Je vais donner des flashs, hein, bien entendu, parce que tous les terrains pourraient donner lieu à des colloques et des colloques. Une parole humaine, elle naît d'une expérience. Elle naît d'une expérience, d'une subjectivité, d'une intentionnalité. L'humain parle, et d'ailleurs l'humain parle pas qu'avec son cerveau, hein. Il parle avec tout son, il pense et il parle avec tout son corps, pas que son cerveau, hein. Tout son corps, bien entendu. Et le langage non verbal est aussi un point très important que j'aborde pas là. Mais donc l'humain parle pour exprimer ses émotions, transmettre une culture, partager un vécu, et puis faire des beaux colloques au Centre Sèvres. Bon.
Parole à la faculté Loyola Paris. Nouvelle parole. Parole de machine, elle est générée par des algorithmes entraînés sur des corpus de texte. Elle ne vit pas d'expérience, elle n'a pas d'expérience vécue derrière les mots. On l'a bien expliqué ce matin avec les tokens et autres, les probabilités et les statistiques. Le langage de l'IA, ben, c'est un langage qui est quand même spécifique, hein, et ils sont d'ailleurs très variés, ces langages de l'IA. Ces langages sont généralement fonctionnels et non pas culturels, hein. Et en plus, il faut passer d'un langage machine à une parole de machine. Alors, j'ai pas le temps et puis c'est pas le lieu peut-être en finale de reprendre la technique. Comment, ça serait intéressant hein, de développer comment on passe d'un langage machine à une parole de machine, hein, techniquement, hein. Il y a une intention derrière la parole machine. Les IA ne parlent pas par leur volonté propre, hein. Ils n'ont pas de conscience de leur discours. Et on peut dire que même, alors vous me direz ça dans la discussion, même les meilleures IA restent prévisibles en quelque sorte, même si nous, on ne peut pas prévoir tout ce qu'elles vont faire. Comme elles sont basées sur des statistiques, on peut dire qu'elles restent prévisibles d'une certaine manière, hein. Alors que la parole humaine, comme vous le savez, est largement imprévisible. L'IA imite la parole humaine, mais elle ne l'habite pas comme nous, hein. Et il n'y a rien de mal, je ne suis pas en train de fustiger l'IA ici, hein, mais intelligence artificielle. Pour que l'IA parle véritablement comme un humain, il faudrait qu'elle éprouve le monde. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce qu'elle sera un jour capable? Et pas seulement le décrire. Éprouver, c'est différent de décrire. Le fait qu'une intelligence artificielle n'ait pas de corps, vous savez que j'appelle souvent l'intelligence artificielle une intelligence, oui, sans corps, hein, eh bien, a de nombreuses conséquences. J'ai écrit pas mal de textes là-dessus, je ne vais pas trop radoter, sur son absence de conscience, aujourd'hui en tout cas, sur ses différences avec le cerveau humain. On peut dire qu'il n'y a pas de perception incarnée, même s'il y a des capteurs, c'est autre chose, des capteurs et une perception incarnée, hein. Donc, pour développer une conscience incarnée, il n'y a pas d'émotion au sens biologique et corporel, hein. Il y a des simulations de réponses émotionnelles, oui, ce qui est autre chose, qui n'est pas de l'ordre de l'éprouver, hein. Ça serait intéressant de voir quand on va passer à quand on passe à l'IA biologique avec des substrats biologiques, ce que ça donne, hein. Ça peut-être que c'est une des questions pour la table ronde aussi, je la laisse pour l'instant. Il y a des différences d'apprentissage, de mode d'apprentissage et de mémoire, hein. Voilà. Euh, et puis, les conséquences, donc, du coup, sur la conscience phénoménale. Ce matin, on a beaucoup discuté des modes d'émergence aussi, hein. Et le physicien que je suis se rappelle, mais peut-être que c'est dépassé, des beaux dialogues qu'on avait sur l'auto-organisation de la matière inerte quand j'étais physicien, pratiquant, si je puis dire. Et l'auto-organisation de la matière inerte et l'auto-organisation du vivant, et on discutait ça avec les disciples de Prigogine, et ça vaudra le coup de voir, et on s'apercevait qu'il y avait à chaque fois de l'auto-organisation et de l'émergence, mais pas forcément de la même manière à suivre. Et puis des différences dans la prise de décision, bien sûr, hein, et qui est quand même une action forte de la conscience humaine, j'espère, hein, mais aussi des machines aujourd'hui, bien sûr, hein. Les décisions humaines sont influencées par des facteurs corporels, émotions, instincts, fatigue, douleur. L'IA, elle, fonctionne sur des calculs probabilistes et statistiques, on pourrait dire sans état d'âme et pour cause, hein. Et évidemment, c'est très intéressant de suivre des neuroscientifiques, et il y en a dans la salle et on a entendu cela. Moi, personnellement, j'ai savouré les textes de Damasio en ce sens-là pour les interactions, émotions, raison, senti, sentiment, enfin, et le lien avec l'espèce de spirale coévolutive avec les circuits cognitifs. Je trouve ça passionnant. Le fait qu'une IA n'ait pas de corps, on pourrait dire crée, en tout cas pour aujourd'hui, me semble-t-il, un fossé fondamental entre la cognition humaine
et puis ce que la machine produit, ce qui ne veut pas dire que ce soit négatif pour la machine, hein. Je ne suis pas dans ce registre-là, je ne cherche pas un vainqueur. Elle peut simuler l'intelligence et le raisonnement, mais son absence d'expérience incarnée empêche, me semble-t-il, une conscience de type humaine ou une compréhension vécue du monde. Or, il me semble que dans un des points clés de la conscience humaine, personnelle et collective, le fait de savoir intégrer des expériences, c'est un élément capital d'intelligence. Donc, pas d'intention. Il y a une intention normalement chez l'humain, enfin pas toujours peut-être, mais l'humain parle avec une intention propre, influencée par ses pensées, ses désirs, ses croyances, ses relations. La machine prédit la suite la plus probable d'un texte sans compréhension réelle de ce qu'elle dit, mais elle le prédit avec beaucoup de performance, on peut dire. Il n'y a pas d'émotion et de subjectivité, il n'y a pas de spontanéité, me semble-t-il. Alors peut-être qu'on peut simuler la spontanéité, mais c'est autre chose. Et puis la voix et le corps aussi, justement. Même si aujourd'hui les voix artificielles sont sophistiquées, hein. Avant, on savait tout de suite quand on avait affaire à un chatbot parce que les voix étaient métalliques. Vous vous souvenez, on disait non, c'est pas une jolie jeune fille, hein, qui nous parle là. Maintenant, c'est plus dur, hein. Voilà, la voix. Et la voix dit beaucoup dans la parole. La voix dit beaucoup dans la parole. L'intonation dit beaucoup dans la parole. Et simuler une intonation, ce que nous pouvons faire d'ailleurs, nous les humains, c'est pas la même chose que délivrer une intonation qui correspond au-dedans de ce que nous vivons. Ça s'appelle la conviction, ça. Bon. Conclusion, voilà, on ne peut pas dire aujourd'hui que ce soit une parole de machine, même si on entend des sons, bien entendu, et des sons tout à fait distinctifs, et si la machine peut parler toutes les langues du monde, j'allais dire, ce qui est quand même extrêmement intéressant, et quand on veut faire de l'alphabétisation, quelle chance. La nature du traitement de l'information, alors je vois que le temps tourne, hein, je n'ai pas le temps de détailler ça, mais entre le calcul statistique et le raisonnement cognitif, ben, voilà, il y a des liens et des différences fondamentales. Et j'ai cru comprendre en vous écoutant ce matin et cet après-midi que autant on a essayé au début de copier d'une certaine manière avec l'intelligence artificielle le fonctionnement cérébral, autant on a l'air de s'en écarter et que ça n'a pas l'air d'être un problème d'ailleurs majeur, mais on a l'air de s'en écarter. Vous me direz si j'ai bien compris. Et puis la grande différence entre calculer et comprendre, même si, bien entendu, calculer sert aussi à comprendre. Ça, je le crois. Voilà, et évidemment toutes les grandes questions entre éthique et libre arbitre, on pourra peut-être les reprendre ensemble, et la fameuse question des biais, mais bien sûr la conscience humaine est bourrée de biais, et d'ailleurs le discernement des consciences, comme on aime bien dire dans le cheminement ignatien, est fait justement pour essayer de débusquer nos biais. Entre nos biais cognitifs humains, enracinés souvent dans nos expériences et notre vécu qui vient de loin, et puis les biais d'une machine d'IA, il y a quelques différences là aussi, me semble-t-il, hein. Ceci dit, c'est intéressant aussi de mettre en regard et de travailler cela de manière concomitante. Je conclurai cette partie, cet premier aspect, en disant l'IA excelle dans le traitement massif de données, l'analyse prédictive, la vitesse, puis on a entendu que nous avions des goulots d'étranglement, hein, c'est ce qu'on a entendu ce matin, bon, dans nos vitesses de pensée et de calcul. Mais elle ne comprend pas, ne raisonne pas au sens humain, ne prend pas en compte les valeurs, l'éthique et les intuitions, sauf sous forme évidemment de données. L'IA fournit des outils d'aide à la décision, et de plus en plus forts, me semble-t-il, mais c'est l'humain qui est appelé à raisonner, interpréter et, je l'espère, choisir. Encore faut-il choisir en connaissance. Voilà. Je laisse pour l'instant la question de l'IA biologique parce que ça vaudrait le coup de voir ce que ça peut changer là-dedans. J'ai compris que Dish Brain avait fait des tests sur 800 000 neurones humains de souris sur une puce électronique. Ça vaudrait le coup de voir qu'est-ce que ça change. Bon. Ça, c'est mon premier point. Ça va toujours?
Deuxième, alors, un commentaire philosophique et théologique, bon, sur l'intelligence artificielle, la parole ne se fait pas chère. Cette affirmation, elle joue bien sûr sur le registre biblique et théologique, faisant écho à l'un des versets fondamentaux de la foi chrétienne. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Habité, hein, parmi nous. Elle établit un contraste, on peut dire, entre l'intelligence artificielle qui génère du langage sans incarnation et la parole divine qui, en Christ, s'est pleinement réalisée dans la chair humaine, ce qui reste énorme, entre nous soit dit. Et tout être humain en est marqué dans la vision chrétienne, en tout cas de l'être humain, tout être humain est marqué par cette parole incarnée, qu'il soit chrétien ou pas d'ailleurs. Ce contraste met en lumière des distinctions cruciales sur la nature du langage et de la parole, comme abordé juste avant, de l'incarnation, de la relation entre forme d'intelligence et mode d'incarnation et du coup mode de présence. Mode de présence. Alors, dans ce deuxième point, une première affaire, la parole et l'incarnation. Dans la tradition biblique, la parole n'est pas une simple transmission d'informations. Ça, c'est clair. Alors, quand je dis simple, je ne devrais pas dire simple, parce que parfois la transmission d'informations, c'est pas. Mais voilà, c'est pas une transmission d'informations. Elle est créative et opérative, la parole de Dieu. On dit elle est performative. Hein. C'est-à-dire que Dieu dit et cela est. Il n'y a pas d'écart dans la Bible entre la parole de Dieu et les actes. Elle n'est pas une parole constatative qui constate. Elle est une parole performative qui agit, créative et opérative. Que la lumière soit, et la lumière fut, c'est voilà. Sa parole ne se limite pas à exprimer une idée, elle produit une réalité. Et il me semble que même si ce n'est pas de la même ampleur, la parole humaine et l'échange de la parole, parce qu'il faut être au moins deux humains pour échanger une parole. On peut parler tout seul au volant de sa voiture, c'est sûr, mais eh bien, voilà, elle crée d'une certaine manière, elle exprime une réalité, si elle est vraie, bien sûr. Cette plénitude atteint son sommet en Jésus-Christ, où la parole divine prend existence humaine. La parole est incarnée, puisque voilà, la parole se fait chair, ça reste. Et chair, c'est jusque dans la biologie. Et corps, âme, esprit, comme on aime bien dire. Et elle entre dans une histoire, dans un corps, une personne vivante avec un corps, une sensibilité, une histoire, et l'Évangile ne cache pas la sensibilité de Jésus. À l'inverse, l'IA produit du texte et de la parole, mais donc on a dit elle n'est pas incarnée, générée par des algorithmes. L'IA peut imiter la parole humaine, elle peut même évidemment imiter la parole de Jésus, si on peut dire, mais elle ne peut l'incarner ni l'engager dans une présence que j'appelle entre guillemets réelle. Pas engagée dans une présence. Même si je peux avoir l'illusion de parler à une personne et de projeter, bien entendu, sur la machine comme si elle était présente à moi. Mais ça, le film Ex Machina, qui a été cité tout à l'heure, est excellent pour voir que ce pauvre jeune et sympathique ingénieur qui va se faire rouler dans la farine par la machine, eh bien, il éprouve des sentiments, mais la machine n'éprouve aucun sentiment, et pourtant, il croit que la machine, qui est sous forme de belle jeune fille, est amoureuse aussi de lui. Bon, voilà. Ainsi, ce constat soulève une question anthropologique et théologique. Une parole sans chair peut-elle être pleinement humaine? Le langage humain est toujours incarné dans une histoire, une culture, une expérience sensible. La parole humaine n'est pas seulement un assemblage de signes, mais une manifestation d'une personne, celle qui la prononce. Deuxième point, toujours dans ce deuxième aspect là de commentaire, intelligence et incarnation. On pourrait dire que avec la parole d'une machine, c'est la parole sans sujet. Il n'y a pas un sujet. Il y a un sujet une thématique, mais il n'y a pas un sujet qui pense. L'intelligence humaine est fondamentalement incarnée. La pensée est inséparable de la corporéalité, on l'a déjà dit.
Voilà. Même s'il y a du calcul aussi, je le pense, hein, dans la machinerie cérébrale. Ça, je le pense aussi. Et puis dans l'inconscient cognitif, ça vaudrait le coup de voir comment ça fonctionne aussi. On pourrait ici évoquer la critique aussi de la raison pure, formelle, développée par des penseurs comme Emmanuel Lévinas, hein. Très intéressant. Pour Lévinas, la véritable parole suppose un visage. La véritable parole suppose un visage, le visage de l'autre, une altérité vivante qui nous interpelle. Et là, c'est l'espace de la parole entre deux visages. C'est pour ça, personnellement, moi j'aime bien dire entre deux vivants, y compris un vivant non humain, il y a des relations. Avec une machine, il me semble qu'on a surtout des rapports. Et je ne mets pas le même poids de présence et d'altérité entre les deux. La parole authentique ne peut exister sans la présence d'un visage, c'est-à-dire sans une rencontre réelle avec autrui. Le visage incarne l'altérité vivante, il est justement le lieu de l'éthique, dit Lévinas, car il nous interpelle et appelle notre responsabilité. La machine aussi, elle appelle notre responsabilité, mais pas de la même manière que le visage de l'autre humain, en particulier quand l'autre humain est démuni. Selon Lévinas, l'échange linguistique n'est pas qu'un simple transfert d'informations, on l'a déjà dit, il est avant tout un appel à reconnaître l'autre dans son humanité et à répondre à son existence. Et vous trouvez d'ailleurs quelque chose de magnifique chez Hans Jonas de ce sens-là, hein, sur le principe responsabilité, en disant même c'est la vulnérabilité de l'autre qui appelle ma responsabilité. De l'autre humain, de l'autre vivant, non humain. Ainsi, la parole véritable ne se réduit pas à une communication abstraite ou impersonnelle, elle implique un engagement éthique fondé sur la rencontre avec autrui. L'IA peut donner l'illusion d'un dialogue, mais il ne s'agit que d'une construction syntaxique sans intentionnalité, ce n'est pas du même ordre, même si c'est très performant aussi. Enfin, l'éthique de la parole à l'ère de l'IA. Peut-on accorder une autorité à une parole qui n'a pas de chair? Alors, c'est toute la question de l'autorité de l'IA aujourd'hui, et on voit bien qu'en sciences de l'éducation, c'est une sacrée colle, hein. Bon, voilà. La question de l'autorité qui veut dire sens de la responsabilité, je ne peux pas dire que la machine elle est responsable. En tout cas, aujourd'hui, c'est difficile de le dire, hein, même si les questions juridiques se posent avec les véhicules autonomes, hein, bien entendu, depuis un bout de temps et d'autres choses. La responsabilité, la vérité, peut-on faire confiance à une parole qui n'a pas d'expérience du réel? L'authenticité, la parole humaine est le reflet d'une conscience, d'une liberté, d'une intention. On ne peut pas reprocher à une machine de ne pas avoir d'authenticité en ce sens-là, bien entendu, hein. Ce n'est pas du tout un reproche à la machine, ce qui serait d'ailleurs un contresens terrible avec ce que je suis en train de dire, hein. Donc, vers une parole incarnée et responsable, l'IA ne peut incarner, voilà, cette parole et cette présence. Et d'ailleurs, ce n'est pas surprenant, enfin, je veux dire, voilà. Je voudrais, avant de conclure cette deuxième partie et d'aborder la troisième, euh, redire un peu cette question de l'autorité de Jésus. On dit dans l'Évangile que Jésus avait une parole qui faisait autorité, hein. Et on peut dire qu'il fait autorité aussi. De quelle autorité s'agit-il dans cette parole? Alors, les prophètes l'ont déjà entamé, si je puis dire, mais avec Jésus, voilà, faisait autorité. Et ce qui est très intéressant, me semble-t-il, à travailler, et je vous en dis juste quelques bribes ici, c'est il n'y a pas de mélange chez Jésus entre autorité et pouvoir. Et ce matin, on a beaucoup parlé du pouvoir, hein, de la machine. Et évidemment du pouvoir qui peut comporter une emprise d'une certaine manière, hein, de la machine telle qu'elle est conçue dans le système par des humains, hein. Ce n'est pas la machine en tant que telle, hein. Voilà. Et c'est très intéressant parce que
Euh, Jésus, quand il parle, sa parole est évidemment authentique, c'est une parole dans une rencontre, hein. Il parle à tous ceux qui ouvrent, qui sont prêts à entendre sa parole. Certains vont l'entendre en ouvrant la porte de leur cœur, d'autres pas, hein. Elle va produire d'ailleurs des choses formidables chez un certain nombre de personnes qui vont se convertir avec la parole justement performative de Jésus qui les appelle à la vie, qui les appelle à la guérison, qui les appelle à la transformation intérieure. Et d'autres, ça va faire tout le contraire et ça va conduire à sa mise à mort. Donc, sa parole n'a pas de pouvoir au sens d'une emprise, hein. Par contre, elle a une autorité qui fait que certains, elle va réaliser chez certains ce qu'elle dit, la guérison, la vie en abondance, et d'autres, finalement, elle a certainement une autorité chez les pharisiens, la parole de Jésus, sinon ils ne l'auraient pas mis à mort, parce qu'elle est dangereuse pour eux. Elle a donc une autorité aussi. Mais évidemment, là, ils vont fermer la porte. Alors, ensuite, chacun d'entre nous, à certains moments, ouvre la porte et à d'autres moments, la ferme, hein, la porte. Bon, pas là. Voilà, parole et rencontre. Et par le fait que cette parole n'a pas de pouvoir, mais qu'elle est un appel à la vie, dans une forme d'amour gratuit et exigeant, c'est parce que l'amour est gratuit que cette parole est exigeante, et non pas une exigence de pouvoir, une exigence de transformation libre et de cheminement et d'appel à la vie, que dans l'Évangile, certains vont pouvoir s'ouvrir à une autre logique de vie qui, à mon avis, prend à rebours nos premières réactions, j'allais dire enracinées dans notre biologie primaire, si je puis dire ça. Tu aimeras tes ennemis, c'est quand même pas naturel. Bon. La non-puissance, elle n'est pas naturelle. Et pourtant, cette parole qui fait rentrer dans une autre logique de vie, elle vient souvent chez les personnes qui la reçoivent et puis qui progressivement essayent d'en vivre, elle vient répondre à une attente fondamentale. Elle est attendue et en même temps totalement nouvelle. Elle est attendue au très fond de notre conscience comme on attend tous d'être aimés. Mais elle ne nous impose rien quelque part. Elle nous appelle et c'est pour ça qu'elle est exigeante. Ça, me semble-t-il, il y a quelque chose de la parole faite chair qui est d'une puissance assez extraordinaire. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, verset 2, il est dit que la parole de Dieu, elle vient jusqu'à la jointure de l'âme et de l'esprit. Et l'âme et l'esprit, hein, dans notre vision corps, âme, esprit, c'est vraiment incarné, hein. Il n'y a pas d'âme et d'esprit sans corps, hein, dans l'humain, hein. Voilà. Et donc, quand elle vient à la jointure de l'âme et de l'esprit, c'est-à-dire à la jointure, on pourrait traduire ça du psychisme et du spirituel, elle vient toucher tout l'être humain, y compris dans notre corps, quoi, hein. Et en ce sens-là, elle est appelante et aussi exigeante d'une certaine manière parce qu'elle nous met devant notre liberté et notre responsabilité personnelle et collective. Troisième point, que dirait Teilhard de Chardin de cette proposition? Avec l'IA, la parole ne se fait pas chère. Alors, je n'ai pas eu Teilhard de Chardin en direct, même si j'écris des livres sur lui. Il me semble que, bien qu'il a connu les débuts de la cybernétique, il y a des différences entre cybernétique et intelligence artificielle, mais il y a aussi des liens, hein, je vais insister là-dessus après. Donc, il n'a pas connu l'IA et l'IA générative, il n'a pas rien demandé à ChatGPT, hein. Bon, ça ne l'a pas gêné d'ailleurs, me semble-t-il, mais voilà. L'IA et la noosphère. Alors justement, j'avais prévu, tu vois, avant d'entendre la noosphère de l'IA. Là, c'est l'IA et la noosphère. Il me semble que Teilhard, bon, qui, vous le savez, a introduit ce concept, enfin avec d'autres, hein, ce concept de la noosphère, cette couche de pensée qui émerge de la biosphère
grâce à l'interconnexion croissante des consciences humaines, je vais préciser cette interconnexion, évidemment, il voyait pour la cybernétique, et je pense qu'il aurait vu avec l'IA une magnifique occasion d'échange d'informations et voire plus, hein, et de câblage de la planète, si je puis dire, hein, de planétarisation. Ça, je pense, hein. Facilitant la diffusion et le traitement des idées, vu comme un outil accélérant cette convergence de la pensée humaine, ça, je le crois, de la pensée collective, ça, je le crois. Cependant, Teilhard a aussi fait, me semble-t-il, remarquablement bien la distinction entre une simple accumulation d'informations ou de données, on pourrait dire aujourd'hui, et une véritable réflexion humaine de centre à centre. Quand Teilhard parle des relations humaines de centre à centre, c'est justement de conscience profonde à conscience profonde, avec ces deux forces tangentielles et radiales. On ne peut pas demander à une machine d'avoir une force radiale. Et pour cause, puisqu'elle n'a pas de conscience. Et en même temps, sans force radiale, pas de communion des consciences. Des interactions d'idées, intéressantes d'ailleurs, mais ce n'est pas la communion des consciences, et me semble-t-il, ce n'est pas la noosphère. Me semble-t-il. Hein. Pour Teilhard, l'incarnation est un événement cosmique qui marque un tournant dans l'histoire de l'univers. Elle n'est pas seulement un fait religieux, elle est une clé de lecture de l'évolution. En Jésus-Christ, la matière atteint une forme d'union intime avec le divin. Dire que la parole se fait chair signifie, dans cette perspective, que le Verbe de Dieu qui se fait chair, le Christ universel, entre pleinement dans la dynamique de l'évolution de tout le cosmos et de l'évolution humaine en particulier, avec la réponse de l'homme, associé à la création pour l'accomplir avec sa liberté de dire oui ou de dire non d'ailleurs. Dès lors, une parole qui ne s'incarne pas, évidemment, ne peut pas permettre cette communion de conscience et ce chemin, cette dynamique, directement en tout cas. L'IA peut participer à, et je pense que c'est ça que le pape François nous invite à travailler. Comment l'IA peut participer à faire grandir la complexité conscience, à faire grandir la communion de conscience, mais c'est certainement pas en remplaçant les personnes humaines dans leur relation de centre à centre, me semble-t-il. Il aurait probablement perçu l'IA comme un produit du progrès humain, mais limité dans sa capacité à participer pleinement à la montée vers le point oméga, faute d'une véritable intériorité. Teilhard insiste sur le fait que l'évolution conduit à une personnalisation croissante. Est-ce que l'IA va nous aider à entrer dans une personnalisation croissante? La personne humaine en relation, bien entendu. Hein. Ce n'est pas l'individu tout seul, hein. C'est la personne humaine en relation, bien sûr, dans un ensemble, hein, collectif. L'univers ne progresse pas vers un état anonyme avec Teilhard. Certainement pas dans mettre nos cerveaux, comme les transhumains, pour continuer une vie immortelle qui est une perpétuité terrible. Bon. On n'est pas condamné à perpétuité, avec l'Évangile, me semble-t-il. Bon. Une parole qui ne se fait pas chair, c'est-à-dire qui ne s'incarne pas dans une existence personnelle, resterait selon lui une parole privée de son dynamisme évolutif. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne puisse pas participer au dynamisme évolutif, mais ce n'est pas elle qui le conduit, me semble-t-il. Hein. L'IA, aussi avancée soit-elle, ne serait pour Teilhard qu'un reflet technique d'une forme d'intelligence, sans conscience véritable et sans capacité d'aimer. Alors voilà la grande affaire, l'énergie de l'amour, qui est l'énergie motrice dans la vision teilhardienne et dans la vision de l'Évangile, hein, tout court. Et évidemment, sans cette force motrice, voilà, il manque de l'essentiel. Il aurait vu cette limite comme un rappel que la vraie parole transformatrice est celle qui engage une relation vivante et incarnée. Donc, je ne fais pas du tout le procès de l'IA, là, hein, pas du tout. Mais nous ne sommes pas dans la même... Par contre, je me dis que quand c'est l'IA qui prend les décisions pour nous,
et qui peut-être en prendra de plus en plus à l'insu d'un petit peu de notre plein gré, sans s'en apercevoir du tout, c'est quand même gênant. En conclusion, parce que j'atteins l'heure, c'est ça, une technologie au service de l'évolution spirituelle, est-ce que c'est possible, y compris de l'évolution spirituelle? Personnellement, je le crois, mais il faut qu'on cherche. Hein. Teilhard n'aurait pas rejeté l'IA en bloc. Hein. Il l'aurait perçue comme une avancée fascinante de la technosphère, comme on dit, pouvant contribuer à l'unification de la noosphère si elle est vécue avec sagesse. Ah ben voilà, je ne peux pas demander à une machine d'avoir une sagesse. Au service de l'humanité en évolution. Mais il aurait insisté sur le fait qu'elle ne remplace pas l'intelligence humaine incarnée, ni a fortiori la parole divine qui s'est faite chair en Christ et qui est le cœur de l'évolution. En définitive, Teilhard peut-être nous inviterait à voir l'IA non comme une fin en soi, alors voilà la grande affaire aussi, mais comme un instrument qui peut être mis au service de l'unification et de la spiritualisation. Et il me semble que c'est cela que le pape François nous invite à chercher, transformer nos épées en socs de charrue. Sans une finalité transcendante, évidemment très présente dans la vision teilhardienne, elle resterait, cette IA, un simple outil sans âme. Car pour lui, le progrès véritable n'est pas seulement technique, mais il est spirituel. En conclusion, je rappellerai ce qu'il écrivait vers la fin de sa vie dans son texte intitulé Les singularités de l'espèce humaine en mars 1954, en parlant du développement technologique et scientifique. Et j'avoue que ça me plaît beaucoup aussi. Plus de science. Ben oui, il ne s'agit pas d'arrêter, surtout pas. Et au passage, vous vous souvenez, vous voyez bien, et on le voit malheureusement avec des exemples terribles, l'autorité, toute forme d'autorité est remise en cause hein, dans nos civilisations, ça c'est sûr. Alors parfois ça peut faire du bien, parce que si c'est de l'autorité qui est de l'autoritarisme, c'est pas terrible. Mais là, ça va bien plus loin. Hein. L'autorité des sciences aussi, des sciences et des techniques, est remise très largement en cause. Hein. Oui, le GIEC dit ça, mais moi je pense ça parce que je l'ai vu sur YouTube, donc c'est équivalent. Hein. Bon. Toujours plus de science. Et je trouve passionnant ce que vous nous avez dit dans la journée, de l'approfondissement, y compris des structures et des conditions d'accès à la conscience chez les animaux et chez les humains. Enfin, c'est passionnant, je trouve. Hein. Toujours plus de science, toujours plus d'ambition, il dit. Mais le mot ambition, c'est vision. Hein. Une vision. Toujours plus de vision. Et toujours plus de sagesse. Et toujours plus de sagesse. Et Teilhard, il a misé sur le sage des sages qui nous entraîne dans une logique de vie totalement différente que celle que nos propres réflexes seraient conduits à vivre, la logique de l'Évangile, qui est une logique où c'est le plus petit d'entre les siens qui est le moteur de l'ingéniosité des autres. Et je me souviendrai toujours, et je termine avec ça, vous l'avez sans doute entendu comme moi, vous vous souvenez de Xavier Le Pichon qui racontait qu'ils avaient trouvé du temps de Homo habilis des fossiles et des restes de différentes tribus. Il y avait pas mal de tribus dans la région. Et puis une des tribus, visiblement, il y avait beaucoup plus de personnes handicapées motrices et peut-être plus dans cette tribu que dans les autres. Et quand ils ont réussi à mesurer la durée de vie moyenne de ces tribus, celle où il y avait le plus de personnes handicapées, c'est là que la durée moyenne de la vie était la plus élevée. Et il en avait conclu que toute cette tribu s'était organisée au service des personnes porteuses de handicap et que ça avait été bénéfique pour tout le monde. Ça, c'est une belle sagesse. Merci.